Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Monaco Info. À l'occasion de votre journal, nous sommes le mercredi 6 mars et voici les titres. Les Carabiniers du Prince vont se produire ce jeudi au Grimaldi Forum. Ce concert de gala exceptionnel a d'ailleurs très rapidement affiché complet. Le chef d'orchestre des Carabiniers, le major Olivier Dréan, sera notre invité dans un instant. La Société des Bains de Mer se prépare à recevoir les touristes pour la saison estivale. Pour cela, il faut renforcer les rangs et c'est dans ce but qu'une journée de recrutement a été organisée. Nous nous rendrons sur place. La Roca Team va affronter l'Étoile Rouge de Belgrade demain à la salle Gaston Médecin. Nous entendrons à ce sujet Sacha Obradovic et Mathieu Strazel. Le natif de la Principauté Antoine Zegdar vient de remporter avec l'équipe de France le tournoi de Los Angeles en rugby à 7. Le joueur qui a été décisif en finale sera notre invité alors qu'il est rentré chez lui pour quelques jours de repos. Et puis nous vous proposerons un moment d'émotion avec l'incroyable travail de l'association Chien de Cœur. Le meilleur ami de l'homme rend visite aux personnes âgées dans les EHPAD de la Principauté. Demain soir, les Carabiniers du Prince se produiront à la salle Prince-Pierre pour un concert de gala exceptionnel. Plus de 70 artistes sont attendus pour offrir un grand spectacle à l'assistance. Pour nous dévoiler ce qu'il va se passer ce jeudi 7 mars, nous recevons sur notre antenne le major Olivier Dréan. Bonsoir à vous. Bonsoir. Le concert de gala prévu demain intervient notamment à l'occasion de la sortie de votre double album enregistré au Palais. Alors dites-nous en plus concrètement sur son contenu. Alors son contenu est riche, multiple, puisque un double album vinyle, donc 2 disques, et cette opportunité d'avoir 2 disques nous en offre une seconde, c'est d'avoir 4 faces. Et chacune de ces faces va développer un thème particulier. Nous allons par exemple pouvoir évoquer le centenaire du Prince Régnier III, puisque ce disque a été enregistré en 2023. Mais nous avons aussi une face qui est entièrement dédiée à la préservation du patrimoine culturel immatériel. Donc en l'occurrence la musique militaire monégasque. Et puis nous avons un troisième topic qui est plus lié à l'immortalisation de certaines compositions musicales qui ont été créées pour des occasions très précises, comme par exemple la présentation des Enfants Princiers. Une pièce musicale avait été composée spécialement pour l'occasion, jouée une seule fois, et il était tellement dommage de ne pas la graver quelque part, pas dans le marbre mais dans la cire, que nous avons réservé une face d'un des 2 disques. Et enfin, la dernière face est réservée à un instantané de ce que l'orchestre des Carabiniers du Prince était en capacité de jouer dans les années 2020, 21, 22, 23, 24. Ça c'est pour le futur, c'est pour mes remplaçants. Un double album très riche, on l'a bien compris. Le concert de ce 7 mars présenté par Stéphane Baird avec un plateau exceptionnel de 70 artistes le sera tout autant. Qu'est-ce que vous allez concrètement là, proposer aux spectateurs ? Alors nous allons tenter de proposer un spectacle comme nous en avons le secret, c'est-à-dire l'orchestre des Carabiniers du Prince and Friends, les amis, les gens avec lesquels nous avons l'habitude de travailler, mais aussi tous ceux qui nous apprécient et qui nous ont fait l'honneur et la grande amabilité de venir. Et je dois le dire de façon bénévole. Que ce soit Monsieur Bern, que ce soit Monsieur Umberto Tozzi, que ce soit tous ces grands artistes qui vont être sur le plateau, viennent de façon gracieuse, puisque la soirée est au profit de la Fondation Princesse Charlène. Vous me parliez d'un plateau riche, oui en effet, nous aurons une chorale gospel de 35 chanteurs et chanteuses, nous aurons des instrumentistes solistes, nous aurons des chanteurs et chanteuses solistes, un chanteur corse avec qui nous avons déjà travaillé, nous aurons un saxophoniste avec qui nous avons également déjà travaillé, et tous ces gens nous font l'amabilité de revenir réaliser cette grande soirée demain. Un concert qui affiche complet, qu'est-ce que cela vous fait ?
Plaisir, tout simplement plaisir. Et je dois avouer que ça faisait 7 ans que nous n'avions pas représenté l'orchestre dans ce type de concert de gala prestigieux à Monaco. 2017 était notre dernière rencontre avec le public pour le bicentenaire de la Compagnie des Carabiniers du Prince. Et je me suis dit, bon, les gens nous ont peut-être un petit peu oubliés, on ne nous attend pas forcément sur l'affiche. Alors on va viser petit, on va prendre une salle à 850 places, mais la billetterie s'est ouverte le lundi matin. Le mardi soir, il restait 28 tickets, et le mercredi, bien évidemment, il n'y avait plus rien. Donc quel succès, quel plaisir, quel challenge aussi, parce que ça veut dire que le public est là, qu'il nous apprécie. Il faut qu'il sache que c'est réciproque, on a besoin de lui. Un vrai challenge, vous le dites, on a assisté à vos répétitions hier soir, vous répétez intensément ces derniers jours à la veille de l'événement. Est-ce que tout est prêt ? Alors si je vous dis oui, je suis un menteur, mais ça sous-entend qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Or, on a vraiment tout fait. On s'est vraiment... tous les musiciens sont à 100% dédiés à cette mission, puisque pour nous c'est un concert, mais c'est aussi une mission. Et ils l'abordent avec le même professionnalisme, le même désintéressement, la même générosité que toutes celles qui nous sont dévolues. Donc oui, on va dire qu'on est prêt à 90%. Eh bien, on sera là. Merci beaucoup à vous, Olivier Dréan, de nous avoir accordé cet entretien à la veille du concert événement des Carabiniers du Prince au Grimaldi Forum. Merci à vous. Et je vous rappelle que si vous ne faites pas partie des chanceux qui pourront assister à ce concert, Monaco Info le diffusera en intégralité le samedi 9 mars à 21h et le dimanche 10 mars à 16h. Sophie Vincent, la directrice des ressources humaines de la Société des Bains de Mer, nous parlait hier dans ce journal de la traditionnelle journée de recrutement organisée pour peaufiner les équipes avant la saison estivale. Eh bien, elle s'est tenue aujourd'hui au World Monte Carlo. Le premier employeur privé de Monaco cherche une centaine de nouveaux talents pour ses différents établissements d'hôtellerie et de restauration. Reportage Olivier Bonello et Émilie Flamin. Manon a 18 ans. Elle recherche un emploi saisonnier en parallèle de ses études. Et cette journée de recrutement lui a permis de découvrir un métier auquel elle n'avait pas pensé. À la base, j'étais venue ici pour rentrer en hôtellerie ou en restauration, room service, etc. Tout ce qui touche au métier de service. Et au final, je me suis retrouvée en entretien avec un très gentil monsieur, on va dire, et qui m'a proposé le métier de travailleur justement dans les casinos, donc c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est ce qui m'intéresse. Je peux me laisser tenter par l'idée justement. Ce genre de salon aide les chercheurs d'emploi mais également les recruteurs, surtout dans des métiers où les effectifs sont difficiles à combler. On a des profils qui sont vraiment saisonniers, soit sur le juillet-août, la période estivale, avec moins d'expérience qu'auparavant, mais aussi sur les nouveaux temps modernes, entre guillemets, sur la jeunesse qui est plus comme avant, qui est moins concentré, donc c'est un peu plus difficile de trouver du personnel. Après sa réouverture il y a quelques mois, le Café de Paris lui aussi recrute. Nous sommes à la recherche de à peu près 8 postes, essentiellement commis et demi-chefs de partie, pour démarrer la saison avec un nouvel outil qui est ouvert depuis 4 mois, qui a tout été refait. Aussi pour prévoir le départ de certains anciens qui arrivent maintenant au bout de leur carrière. Sur les 1100 saisonniers recherchés cette année, il ne reste qu'une centaine de postes à pourvoir. Forcément, il y a des conditions, mais on arrive encore à recruter sur ce secteur. C'est un métier de passion, c'est un secteur de passion, donc ça reste quand même attractif sur ce niveau-là. Et on a des belles maisons, donc c'est aussi un bon passage pour nos saisonniers de se dire j'ai fait une saison à l'Hôtel de Paris, une saison Monte Carlo Beach, donc ça reste aussi attractif en ce sens pour eux. L'année dernière, la Société des Bains de Mer a recruté 900 saisonniers. La Société des Bains de Mer qui a justement proposé à ses salariés une rencontre inspirante. Hier soir, toujours au World Monte Carlo, Virginie Delalande était en conférence. La peur de me battre peut devenir la femme que je suis aujourd'hui.
Née sourde profonde, elle n'a jamais entendu le son de sa voix, mais cela ne l'a pas empêchée de devenir avocate et conférencière. Elle a même été distinguée en 2020 par le magazine Forbes parmi les 40 femmes les plus inspirantes de France. À l'occasion de cet échange avec les salariés de la SBM, Virginie Delalande a donné un autre point de vue sur les problématiques du quotidien et elle a montré qu'il ne faut jamais abandonner pour atteindre ses rêves. Ouvrons une page de sport à présent avec du basket. Demain soir, la Roca Team accueille l'Étoile Rouge de Belgrade à l'occasion de la 28e journée d'Euroleague. Les Monégasques restent sur 6 victoires d'affilée sur la scène européenne. Un match particulier aussi pour Mike James qui pourrait devenir le meilleur scoreur de l'histoire de l'Euroleague. Écoutez Sacha Obradovic et Matthew Strazel au micro de Frédéric Elion à la veille de ce match. First, we have to, respect any EuroLeague game. I'm sure that we're going to respect, now it's a lot of emotions around, like even the Mike record. I mean, a lot of things, like even being in a great, let's say, rhythm could damage our, concentration, for the game. So this is the first thing. The first thing, we have to be ready for 40 minutes. This is a team who can really play tough, big, very athletic also. On avait en tête surtout de faire une bonne série sur les 5-6 gros derniers matchs qu'on a eus. On a réussi à tous les prendre, donc maintenant voilà, l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire que les matchs qui vont arriver vont être simples. Donc voilà, simplement de prendre match après match et essayer de respecter le plan de jeu du coach à chaque fois pour voilà, essayer de finir le plus haut possible à la fin de la saison. I would say yes, is with the combination of talent, athleticism, and skill level is amazing big, I mean, the only thing, what he missed, maybe some more titles, to prove this, that it's, he is or he should be, the best team player. So first, I'm very lucky, having him in the team and being his coach. I'm honored by this. Ouais, bien évidemment que de bosser avec lui, forcément, je m'inspire un peu tous les jours, que ce soit aux entraînements, pendant les matchs. Donc, ça serait bête de ne pas se servir d'un exemple comme ça devant moi. Donc, je fais au mieux pour apprendre tout doucement, mais sûrement de ce qu'il peut faire pour progresser et être au niveau auquel il joue. Et Mike James devra inscrire au moins donc 12 points dans cette rencontre pour devenir le meilleur marqueur de toute l'histoire de l'Euroleague. On espère évidemment qu'il le battra à l'occasion de ce match face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Rencontre prévue ce jeudi à la salle Gaston Médecin à partir de 19h. Après ces 2 premières étapes réussies à Oron et à Isola 2000, c'est à Valberg que l'AS Monaco Kids Tour s'est arrêté ce mercredi. Dans un décor féerique avec un beau manteau blanc dans les stations, les enfants ont profité des animations mises en place par le club de football de la Principauté. Comme d'habitude, l'accès était libre et gratuit. De nombreux lots ont aussi pu être remportés durant l'après-midi pour le plus grand plaisir évidemment des enfants. C'était l'événement du week-end dans le monde du rugby à 7. Dans la nuit de dimanche à lundi, les Bleus ont remporté le Seven Series de Los Angeles. Ils se sont en effet imposés 21-0 face à la Grande-Bretagne. Et le premier essai de la rencontre a été inscrit par le natif monégasque Antoine Zegdar, qui a donc largement contribué à cette victoire historique des Bleus. Il est présent ce soir à nos côtés. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être à nos côtés alors que vous avez remporté le tournoi de Los Angeles ce dimanche 3 mars. Vous avez d'ailleurs écrasé la Grande-Bretagne 21-0 et personnellement, vous marquez le premier essai de la rencontre. Qu'est-ce que vous ressentez, Antoine, 3 jours après cette victoire historique ? C'est vrai, on peut dire que c'est historique parce que ça faisait depuis 19 ans que l'équipe de France n'avait pas remporté un tournoi, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On ne réalise pas forcément trop, je pense, encore. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose d'incroyable pour nous de pouvoir gagner notre premier tournoi. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans l'équipe et qui sont là depuis une dizaine d'années et qui n'avaient jamais gagné un tournoi. Donc voilà, on est fiers de nous, mais ce n'est pas une fin en soi. On espère que ça va nous permettre de prendre de la confiance pour les prochains tournois.
Vous en avez parlé, c'est vrai qu'il y a eu 6 finales perdues. C'est la première victoire pour les Bleus sur le circuit en rugby à 7 depuis 2005. Peut-on dire que ça vous ouvre en quelque sorte magnifiquement la voie pour les Jeux Olympiques, Antoine ? Je pense que c'est quelque chose de positif, effectivement. Je pense que ça nous permet d'avoir une certaine sérénité, une certaine confiance dans les prochains tournois. On a réussi à bien mettre notre jeu en place, on s'est bien trouvé. Et je pense que si on continue comme ça, c'est de bon augure pour la suite. On va parler de ce groupe dont vous faites partie. C'est vrai que vous avez eu une belle ascension. Vous avez obtenu déjà une 3e place à Vancouver la semaine dernière. Qu'est-ce que vous diriez à propos de ce groupe qui impressionne clairement depuis le début de l'année ? Écoutez, c'est un groupe on est très très proches entre nous, on s'apprécie tous énormément. C'est vrai que depuis le début de l'année, on fait des bonnes performances, mais malheureusement, on n'arrivait pas à aller plus loin que soit les quarts ou soit les demi. Mais je pense qu'on est monté en puissance au fur et à mesure des tournois. Les résultats le montrent, on a fait 9e au premier tournoi, 7e au deuxième, 8e pardon, excusez-moi. On a fait 5e au 3e et 3e au 4e. Donc en vrai, c'était une belle montée en puissance. Et là, on termine premier. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas une fin en soi. On espère que ça va nous permettre. Le goût de la médaille d'or nous a plu et j'espère qu'on va en retrouver d'autres. Alors justement, les prochains rendez-vous World Series seront à Hong Kong et Singapour avant la finale à Madrid. Quelles sont vos ambitions ? Tout gagner ou vous perfectionner dans le jeu avant, évidemment, les Jeux Olympiques de Paris cet été ? Premièrement, je pense que c'est le but pour nous, c'est d'être prêt pour les Jeux Olympiques parce que c'est vraiment l'étape finale. Après, on prend les tournois les uns après les autres. Donc bien sûr que pour nous, c'est important, on a à cœur de tout remporter. Il faut juste peaufiner les petits détails qui nous ont fait perdre certains matchs. Donc voilà, le plus important pour l'instant, c'est de regarder tournoi après tournoi tout ce qu'on peut améliorer, travailler dur pour essayer de remporter un maximum de médailles d'or. Antoine, j'aimerais également que l'on parle de votre poste d'ailier en rugby à 15 pour le Castres Olympique, à Pilien en rugby à 7 en équipe de France. On peut parler là vraiment de grand écart. Ouais, c'est vrai, c'est assez différent, mais bon, c'est un sport qui est assez différent. On retrouve pas les mêmes, on n'a pas besoin des mêmes qualités physiques et il y a beaucoup plus de vitesse, de course à haute intensité dans le rugby à 7. Donc c'est vrai que pour mon gabarit, être pilier, ça n'étonne pas trop au rugby à 7. Mais j'apprécie quand même ce poste, parce que voilà, il y a la mêlée, il y a la touche que j'ai pas forcément l'habitude de faire au rugby à 15. Mais voilà, je m'y plais et si je peux apporter à l'équipe, c'est le principal. Et justement, comment vous avez appréhendé un petit peu les rudiments du jeu d'avant, comme l'art de la touche par exemple ? Je m'y suis fait petit à petit. Dans mes débuts avec l'équipe de France A7, j'ai reçu beaucoup de conseils techniques de la part soit de joueurs qui étaient très expérimentés ou soit du coach. Et c'est des petites techniques que j'utilise toujours aujourd'hui et qui me servent beaucoup en tournoi. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Un mot sur Monaco pour finir, votre pays natal et formateur. Vous l'emmenez aussi un peu en quelque sorte aux Jeux Olympiques avec vous, Antoine. Oui, bien sûr. J'espère que je représente, j'essaye de représenter au mieux les couleurs de Monaco. Et puis voilà, quand je rentre de tournée, on peut voir, c'est magnifique, c'est trop reposant et je me régale ici. Donc c'est important pour moi d'avoir aussi des moments sur Monaco. Et voilà, j'espère que je rends fier les Monégasques en élevant les couleurs de la principauté. Merci beaucoup à vous, Antoine Zegdar, d'avoir été présent sur Monaco Info après votre victoire, je le rappelle, avec les Bleus au tournoi de Los Angeles. Merci à vous. Ce mardi 5 mars était une date clé pour la prochaine élection américaine qui aura lieu le 5 novembre. Pour nous en parler, nous retrouvons en Californie notre correspondante permanente Alexandra Pani. La Californie, qui était l'un des États à voter aujourd'hui pour les primaires des 2 principaux partis américains. Alexandra, vous revenez avec nous sur ce que l'on appelle le Super Tuesday. Bonsoir.
Bonsoir à vous. Pour commencer, je vais revenir sur le principe de ce que l'on appelle ici le Super Tuesday. Vous l'avez dit, c'est une étape importante pour les élections de novembre. C'est une pratique qui remonte aux années 80 et qui se déroule le premier mardi du mois de mars. Ce jour-là, plus d'un tiers des grands électeurs sont élus, 854 côté républicain et 1420 côté démocrate. Les candidats qui remportent le Super Tuesday ont jusqu'à ce jour toujours décroché l'investiture de leur parti. Et cette année, la course n'a pas réellement réservé de grandes surprises. Chez les Républicains, Donald Trump s'est réjoui de sa victoire. Sa dernière adversaire encore en lice, Nikki Haley, n'ayant remporté qu'un seul État, le Vermont, ce mardi, son deuxième depuis le début de la primaire. Quant au président sortant Joe Biden, sa nomination ne devrait être qu'une formalité. Ses concurrents, l'élu du Minnesota, Dean Phillips, et l'écrivaine Marianne Williamson sont déjà loin derrière lui. Lui aussi donc victorieux de ce Super Tuesday, il a accusé ce mardi son adversaire républicain qui est selon lui, je cite, déterminé à détruire la démocratie et concerné par sa propre vengeance et non le peuple américain. À la suite de cette soirée, tout laisse donc penser que l'on retrouvera les mêmes adversaires que pour l'élection de 2020. Merci infiniment à vous, Alexandra Pani, pour toutes ces précisions depuis les États-Unis. Je rappelle que ces primaires se tiendront jusqu'au mois de juin. Et si les animaux pouvaient aider à soigner les personnes âgées en plus de les réconforter? C'est tout l'objectif de l'association Chiens de Cœur qui organise des visites dans les EHPAD monégasques depuis 2013. Théo Schumer, Alexandra Marangoni, Camille Caloni et Grégory Wintrebert les ont suivis ce matin au centre Régnier 3. Et attention, c'est à craquer. Le bonheur n'est jamais très loin. Amenez quelques chiens très câlins, attendez de jolis rayons de soleil et le tour est joué. Cette recette à succès, Chiens de Cœur l'a bien comprise, ça fait déjà 11 ans qu'elle existe. On a commencé l'association avec des gens qui avaient l'idée qu'on pouvait faire quelque chose en principauté pour des aînés. Et on a commencé l'association il y a 11 ans. On rend visite chaque semaine dans un des établissements de la principauté, ou bien la Quiétudine, Cap-Fleuri, Hector Otto, Guillaume ou Bellandro de Castro. Et on vient ici chaque 2 semaines le matin au CR3. Et on vient d'agrandir le service qu'on donne donc avec nos visites. Et au CHPG, le service de la psychiatrie nous a demandé de les visiter aussi avec nos chiens. Donc on est fiers quand même qu'il y a cette confiance entre l'hôpital et nous. Une confiance réciproque entre l'association et le CHPG qui dure depuis 2014 et qui rend très fière la direction. Je souhaite vraiment mettre à l'honneur le partenariat qu'il y a entre le CHPG et Chiens de Cœur et qui mène ces actions bénévoles, comme leur nom l'indique, avec beaucoup de cœur et beaucoup de dynamisme, parce qu'elles sont extrêmement précieuses pour nos patients. Donc je voulais dire un grand merci. Mais la venue des chiens n'est pas seulement réconfortante, elle a aussi prouvé de véritables bienfaits sur la santé. Hormis le bien-être, effectivement, on a vu que d'un point de vue neuropsychologique, les patients avaient moins de troubles du comportement après la séance. C'est des choses qu'on a pu objectiver avec des échelles notamment, qu'on avait mis en place à destination des soignants. Et effectivement, on a eu des résultats après la séance et dans le temps aussi. Les bénévoles et leurs chiens se font de plus en plus nombreux, mais les nouveaux venus sont toujours les bienvenus pour continuer d'apporter du bonheur avec l'association Chiens de Cœur. Allez, ceux qui font Monaco, c'est votre chronique qui vous fait découvrir les personnalités et les lieux incontournables de la principauté. Ce soir, Christinda, nous nous intéressons à une adresse gourmande qui allie des saveurs italiennes et nippones. Oui, et aujourd'hui nous allons vous parler d'une histoire qui a démarré il y a 30 ans en principauté. L'établissement, souvenez-vous, au départ s'appelait Capo Catch et était situé dans le Carré d'Or. Aujourd'hui, l'établissement est devenu Capo Sushi. Il a gardé toujours la même formule, c'est-à-dire associer la cuisine italienne à la cuisine japonaise. Je pense que ça a débuté par l'amour, on va dire, de la patronne de sa culture italienne et aussi de la culture japonaise. Elle a décidé d'associer les deux ensemble et de là est né Capo Sushi. Ici, on va avoir tout ce qui est sushi froid. Donc, on va avoir les California Rolls, les nigiri, les dons, les ramen aussi. On a quelques parties chaudes.
Et ensuite, on va avoir aussi la partie italienne. C'est vraiment des sandwichs très particuliers que l'on retrouve à Capo Sushi. Oui, vraiment avec des bonnes charcuteries à l'intérieur, du fromage de bonne qualité. Vraiment, les produits sont vraiment excellents. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour bien servir le client et surtout qu'il mange bien, c'est le plus important. D'où viennent les produits? Alors majoritairement d'Italie, au niveau de les jambons, pardon. Et pour les fromages, ce sera en majorité français. On a du brie, on a du bleu, enfin voilà, une variété de fromages français aussi. Le chef, c'est vraiment quelqu'un de passionné aussi par la cuisine japonaise. Je pense que maintenant, ça fait plus de 20 ans qu'il fait ce métier-là. Il est toujours vraiment assez innovatif, il essaye toujours de satisfaire le client aussi au maximum et ça c'est vraiment très impressionnant pour moi. De voir sa rigueur et aussi le fait que ce soit quelqu'un de motivé et de passionné par ce qu'il fait. Et puis sachez que si vous souhaitez vous faire livrer à la maison vos sandwichs favoris ou encore des sushis, sachez que Capo Sushi a mis en place un service de livraison à domicile. L'établissement vous accueille tous les jours, du lundi au vendredi, midi et soir. Capo Sushi est fermé uniquement le samedi midi et le dimanche. Merci à vous, Christinda, de nous avoir emmenés dans cette belle adresse. Et une chose est sûre, ça donne faim, surtout à cette heure-là. Dans quelques semaines, les différentes épreuves automobiles vont débuter en principauté. À cette occasion, et comme à son habitude, la direction de l'aménagement urbain va procéder à la réfection de la chaussée dans plusieurs zones de la ville. Particularité cette année, des reprises seront faites sur le parcours de la dernière étape du Tour de France 2024 qui est prévue, je vous le rappelle, en principauté le 21 juillet prochain. Afin de réduire au maximum l'impact sur la circulation, ces travaux se dérouleront essentiellement de nuit à compter de ce lundi 11 mars. Prenez garde donc à la signalisation qui vous informera des nombreux changements. Je vous propose à présent de rejoindre Frédéric et Lyon pour un point complet sur vos prévisions météo. Bonsoir Frédéric, les nouvelles sont-elles bonnes pour ce jeudi 7 mars ? Bonsoir Julia, oui, encore une belle journée jeudi avec un grand soleil. Le matin est toujours un ciel bien dégagé l'après-midi, malgré l'apparition de quelques nuages. Les températures seront comprises entre 8 et 14 degrés. Jeudi 7 mars, ce sera la Sainte Félicité. On vous a dévoilé dans ce journal un reportage sur le travail de l'association Chiens de Cœur. Eh bien, notre photographe Manuel Vitali a lui aussi assisté à ces émouvantes rencontres et il vous en propose 8 clichés. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Comme chaque soir sur Monaco Info, on se retrouve demain pour une nouvelle édition. En attendant, belle soirée sur notre antenne.